Bon, j'avoue que mon propos est décidément un terrible work in progress. C'est un chantier qui explose dans ma tête et dont je ne connais pas, au fond, véritablement ni les briques, ni l'échafaudage. Tout est en train de se construire au fur et à mesure de mes nouvelles réflexions. Euh, je vais faire une remarque préalable. Je crois que ces questions, pour moi, en tout cas, l'expérience des 2 premiers jours du colloque, me font sentir une différence générationnelle extrêmement forte. Alors je m'explique brièvement. Je ne suis pas tout à fait le plus vieux de la salle, mais je commence vraiment à dater dans le paysage, même si je ne suis pas particulièrement réputé, renommé internationalement, ça c'est une autre affaire. Mais disons que je, j'ai 55 ans, ça veut dire que je suis au fond de la génération de ceux qui sont advenus à une certaine conscience politique au moment de la grosse discussion autour de la question totalitaire. Et la question totalitaire a été, au fond, ce qui a jalonné de façon absolument décisive mon entrée dans la philosophie politique. C'est ce qui a déterminé mon entrée dans la philosophie politique par la pensée de Claude Lefort et par la controverse entre Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. Et d'une certaine manière, au fond, en embrassant la pensée de Claude Lefort, j'embrassais une pensée qui abandonnait, l'idée que le capitalisme était la forme, la force déterminante de la construction des sociétés modernes, et deux, qu'il y avait une perspective révolutionnaire. Donc on embrassait une pensée qui, d'une certaine manière, cherchait dans les voies réinterprétées, aménagées, réaménagées, de la démocratie, de la différence, de la pluralité des expériences, de la pluralité des luttes, de leur éclatement, mais de leur non-totalisation. C'est toujours cette obsession de la non-totalisation, en tant que l'idée même de la totalisation impliquait le risque totalitaire. Donc toute perspective de rupture radicale avec l'ordre existant était abandonnée précisément au risque de ce motif totalitaire qui était au fond le motif, en tout cas pendant un certain nombre d'années, évidemment, sous l'angle dans lequel moi je suis entré. Je ne prétends pas être représentatif de toute ma génération, mais en tout cas je suis représentatif d'un certain courant de ma génération qui a foncé dans le motif antitotalitaire dont la revue Esprit fut à l'époque un des hauts lieux, un des porte-paroles, un des fanions déterminants. Bon, alors ça c'est pour expliquer d'où je pars. Je suis, disons, je pars d'un héritage lefortien avec une certaine connaissance de la controverse Lefort-Castoriadis, sur laquelle j'ai écrit un texte d'ailleurs qui porte sur, au fond, les années socialisme en barbarie, où on voit Lefort affronter Castoriadis et réciproquement, autour de la question du parti et surtout de la question du parti comme organe dirigeant. C'est-à-dire, on voit très bien Castoriadis affirmer de façon très très virulente que le groupe socialisme en barbarie est appelé à devenir, en quelque sorte, en cas de révolution, le groupe dirigeant qui doit assumer la direction de la révolution et qui fera une espèce de filtre de censure entre les groupes qui peuvent prétendre à être acceptés comme socialistes et ceux qui ne peuvent pas prétendre à être acceptés comme socialistes. Et on voit très bien à la lecture de Lefort que Lefort s'effraie de ce rôle que Castoriadis voudrait accorder à cette direction révolutionnaire, et il voit les germes d'un totalitarisme qui le conduit effectivement, à partir de ce moment-là, à rompre définitivement avec socialisme ou barbarie. Et donc il va entrer dans cette réinterprétation de la démocratie comme lieu vide, donc comme système de pouvoir qui ne se totalise jamais, qui n'affronte jamais la question de son organisation, et surtout, qui met définitivement en sourdine la question du capitalisme. La question du capitalisme, elle ressurgit dans les textes tardifs de Lefort, mais sous des formes un petit peu, je veux dire, un peu légères, un peu impensées, en tout cas insuffisamment pensées. Et grosso modo, au fond, Lefort met de côté la question du capitalisme. Alors, le point que je voudrais ajouter, c'est qu'au fond,
Lefort n'est de loin pas le seul, c'est-à-dire qu'on a toute une génération de penseurs, enfin toute cette génération de penseurs qui se veulent de gauche et qui en même temps n'assument plus la posture révolutionnaire. Donc on a une espèce de posture d'hésitation permanente entre la sympathie vis-à-vis de mouvements alternatifs, des mouvements éclatés, mais une incapacité d'entrer dans une véritable posture de rupture avec l'ordre du capitalisme. Alors, je dis ça parce que dans les quelques communications que j'ai entendues, j'ai été très très frappé par le fait qu'il y a chez des représentants plus jeunes, enfin des participants plus jeunes à ce colloque, il y a une conscience extraordinairement claire, et qui n'est pas claire pour les gens enfin qui n'était pas claire pour les gens de ma génération en tout cas pas pour la plupart, qu'au fond, bon, si je dis les choses très simplement, le capitalisme est en lui-même un rapport de domination, donc il est incapable, il est hors de question d'avoir quelque chose comme une émancipation à l'intérieur du capitalisme, parce que le capitalisme est en lui-même, dans le processus de la valorisation de la valeur, un rapport de domination, et qui passe par la suggestion des agents qui sont les producteurs de la valeur pour les propriétaires. Donc il y a cette détermination, au fond, cette hétéronomie dernière du capitalisme pour la plus grande masse des individus, et donc effectivement une stratégie où on se subjective en dehors du travail, hein, c'est-à-dire, c'est ça le sens qu'on pourrait dire à Rancière, oui c'est bien joli ton truc, on abandonne la révolution, mais de l'autre côté, et puis on se subjective en dehors, mais on n'ouvre aucune perspective de changement. On reste, on dit, ben, ok, le capitalisme est, disons, l'horizon dernier de l'humanité, et puis on se subjective dans les marges. Hein, on se subjective la nuit, on fait de la poésie, on fait du théâtre, on fait de la pointure pendant la nuit, mais le jour, on est aliéné au travail. Bon, on accepte, c'est comme ça. Alors, deuxième point, et j'aurai 11 thèses. 11 thèses que je commenterai brièvement. Ma deuxième thèse, elle porte aussi sur le capitalisme. Ici, je reprends simplement un propos qui a été énoncé notamment par Anselm Japp, avec lequel je suis entièrement d'accord. Le capitalisme est simplement insoutenable. C'est évident, il n'est pas écologiquement soutenable. Il ne peut fonctionner quand... enfin, la valorisation de la valeur ne peut se faire qu'en pompant continuellement des ressources sur lesquels il va prélever cette nouvelle valeur, et ce pompage continuel de ressources détermine effectivement un épuisement de la planète sur le plan écologique. Donc c'est évidemment irréaliste de croire qu'on va rester capitaliste jusqu'à la fin des temps. C'est une aberration absolue. Alors évidemment, c'est un réalisme à court terme. Hein, à court terme, on ne voit pas comment sortir du capitalisme, ça c'est absolument clair, on ne sait pas comment faire. Hein. Je ne prétends pas avoir la réponse à savoir comment faire, mais c'est évident que le capitalisme ne peut pas être l'horizon ultime de l'humanité. Bon, alors, il s'agit pour moi, et ce sera, c'est au fond ma... Non, ça c'était ma thèse 1 bis, pardon. Ma thèse 2, c'est on ne peut pas faire l'impasse sur la question du pouvoir. C'est-à-dire, ici, je rejoins fondamentalement la posture de Castoriadis contre Lefort, alors que j'ai joué pendant bien des années plutôt la posture de Lefort contre Castoriadis. Enfin, on ne peut pas faire l'impasse sur la question du pouvoir, c'est-à-dire sur la question de l'auto-organisation, c'est-à-dire sur la question de la prise collective et l'exercice collectif du pouvoir. Pour la très bonne et simple raison que on ne peut pas avoir une émancipation aussi longtemps que le processus de valorisation de la valeur qu'est le capitalisme est opératoire. C'est-à-dire, il faut bien dire à un moment donné, le processus de valorisation de la valeur que constitue le capitalisme est interdit, est hors la loi. Et si on n'arrive pas à formuler cela de façon claire, et ça suppose la prise de pouvoir, eh bien, on n'arrivera pas à sortir du rapport d'hétéronomie de domination qui exerce sur nous le capitalisme. Alors, une autre manière de dire les choses, et ici on voit qu'il y a eu, si on prenait des figures aussi différentes que, je ne sais pas, bon, outre Lefort, on pourrait prendre Derrida, on pourrait prendre Adorno, etc.
toutes ces stratégies visent, au fond, à renoncer à l'idée que une négation déterminée du capitalisme est possible. Et donc, on s'invente des tout autres. On parle du Messie, on parle du Messie qui vient, et, en d'autres termes, on renonce à l'idée même de l'émancipation comme agir collectif, comme prise collective, comme auto-organisation. Et ça me paraît tout à fait important. Bon, troisième thèse, et j'en ai terminé avec mes préalables. La première thèse est extrêmement simple à commenter, même pas. L'émancipation est l'idée et la visée propre de la société révolutionnée. C'est-à-dire, une société révolutionnée, par société révolutionnée, j'entends la société qui a fait la révolution, donc je n'entre pas dans toutes les difficultés de savoir comment on y va. Je suppose qu'on l'a faite. Et c'est là que je commence ma réflexion. Évidemment, c'est complètement... c'est un programme un peu délirant, je suis d'accord avec vous, en un sens, mais dans un autre, il me semble qu'il est nécessaire aussi de penser la question de comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser, à supposer qu'enfin, on parvienne à faire la révolution. Ce qui, évidemment, n'est pas exactement pour demain. Avec cette idée qu'effectivement, l'émancipation doit être l'idée directrice, le principe directrice, l'obsession permanente de tous les agents lorsqu'ils pensent la question de comment est-ce qu'on organise l'agir collectif. Émancipation, ça veut dire émancipation, certes, collective, vis-à-vis d'une puissance hétéronome, le capital, qui doit cesser de déterminer l'agir productif, donc la vie de la production, non seulement l'agir productif, mais la vie même de la société. Ça, c'est la première observation. Et puis, évidemment, également, l'émancipation individuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que cette émancipation soit juste celle d'un sujet collectif qui s'impose de toute sa puissance sur les sujets individuels, mais qui offre des espaces d'émancipation aux individus, hein, qui offre des espaces d'autonomie, d'autoconstruction, d'autosubjectivation aux individus, évidemment. Bon. Alors, une manière de nommer mon projet serait de dire que ce que j'essaye de faire, c'est d'écrire le chapitre 11 du traité politique de Spinoza. Chapitre 11 dont chacun de vous sait que c'est un inachevé, qui se termine très mal, et qu'on aimerait vraiment qu'il se déroule autrement. C'est-à-dire qu'on est très déçu, après l'effort absolument prodigieux déployé par Spinoza dans les 10 premiers chapitres, qu'au chapitre 11, au moment où il aborde la démocratie, cet état absolu entre tous, Spinoza, au fond, est-ce que c'est par épuisement, mais est-ce que c'est par impuissance de pensée, etc. Au fond, nous disent, fasse quelques réflexions sur la sur la place des femmes et des serviteurs, et se contente de dire, bah oui, bon, bah, les femmes sont inférieures, enfin, doivent être subordonnées aux hommes, les serviteurs doivent être subordonnés aux maîtres. On a l'impression tout à coup qu'il y a une espèce de balbutiement, il trébuche. On ne sait pas si c'est vraiment parce que... Enfin, bon, bref. Il s'agit en quelque sorte de réécrire le chapitre 11 du traité politique. C'est une manière que j'aurais de décrire mon projet. Bon, alors le cœur de ce projet émancipatoire me semble devoir comprendre un certain nombre de principes sur lesquels je ne vais pas m'étendre. J'ai combien de minutes C'est madame. Oui, Sylvia. 7. 7. Waouh, super. Le premier principe, qui est, au fond, qui va de soi, mais qui, je pense, requiert d'être fondamentalement institué, c'est le principe de la non-domination. C'est-à-dire, nul acteur privé ne doit avoir un droit de déterminer la vie d'un autre acteur privé. C'est-à-dire, toute domination d'un agent privé sur un autre doit être rigoureusement empêchée, interdite, construite de façon à être vraiment exclue. Ce qui veut dire, évidemment, que c'est un corollaire, soit on autorise l'enrichissement personnel, soit on doit faire en sorte que l'enrichissement personnel ne puisse pas être un vecteur de domination d'autrui. Alors, quelle que soit la solution qu'on tienne, ça m'est égal, mais il faut
Parce que, comme dit Rousseau, si A peut acheter B, B n'est pas libre. Il ne faut pas se raconter des histoires. Hein. Donc, il y a ici le principe d'égalité, je le traduis sous principe de non-domination. Être égal, c'est n'être pas dominé, fondamentalement. Je crois que ça me paraît tout à fait essentiel. Bon, ça ne suffit pas, c'est un principe négatif qui ne suffit pas, mais c'est un principe négatif qui me semble extrêmement important. Un autre principe extrêmement important, c'est que, au fond, le but, la finalité de toute cette affaire, c'est que, de la même manière, enfin, je prolonge Spinoza dit la plus grande, le plus utile pour l'homme, c'est l'autre homme. Bon, il s'agit que nous soyons le plus utiles les uns pour les autres. Pour être le plus utile les uns pour les autres, il faut que notre puissance puisse se déployer. Par puissance, ça ne veut pas dire la puissance de domination d'autrui, mais la puissance créatrice, la puissance d'invention, la puissance de parole, la puissance théâtrale, ce qu'on voudra. Mais une puissance qui ait une possibilité d'entrer dans un rapport avec les autres puissances sans que ces autres puissances soient écrasées, dominées, opprimées, ou ce qu'on voudra. Ok. Et puis évidemment, il y a le moment de l'auto-organisation. C'est-à-dire que par définition, je pars du principe que faire agir, faire coagir, faire coexister, coagir dans un espace commun une multitude d'individus, multitude, hein, je tiens au terme multitude, suppose qu'on s'auto-organise, c'est-à-dire qu'on ait des règles, c'est-à-dire qu'on ait des principes qui régissent nos rapports, etc. etc. Et ça suppose aussi, et c'est là qu'est le gros danger, me semble-t-il, ça suppose aussi qu'il y ait une autorité qui puisse, cas échéant, sanctionner des transgressions. Parce qu'on ne va pas rêver qu'il n'y aura jamais une transgression à ces principes, à ces règles, à ces normes, à ces principes du coagir. D'autant que, et ici je cite de nouveau Spinoza, les hommes sont naturellement ennemis les uns des autres. Les hommes sont naturellement ennemis les uns des autres. Par ennemis, qu'est-ce qu'il faut entendre ici? Nous sommes naturellement rivaux. Nous sommes naturellement en compétition. Nous sommes naturellement en train de, par devers nous, vouloir un petit peu plus d'honneur que l'autre. Ou nous sommes naturellement par devers nous concurrents pour un partenaire sexuel, etc., etc. Donc tout ça nous met dans une situation où nous sommes et demeurons, et ça Spinoza y insiste, dans la société civile, nous demeurons dans le droit naturel, et dans le droit naturel, nous sommes ennemis les uns des autres. Ça, c'est quelque chose sur quoi Spinoza insiste beaucoup. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà tout dit, ça. Nous sommes ennemis les uns des autres. Nous le sommes en tant que nous sommes régis par nos affects. Nous ne sommes pas des êtres purement rationnels, raisonnables. Nous ne sommes pas les... Comme le dit Spinoza, on ne peut pas s'attendre que tous les individus qui composent la multitude deviennent des philosophes. Seul le philosophe agit, se conduit selon la raison. Tous les autres êtres se conduisent selon l'imagination, c'est-à-dire selon les affects, selon les passions, c'est-à-dire selon des configurations imaginaires qui ont une puissance déterminante de l'agir, qui font que nous entrons effectivement dans ce rapport d'ennemis les uns avec les autres. À quoi j'ajoute la référence à Machiavel, chapitre 9, où Machiavel nous explique que toute cité est divisée entre ces deux humeurs, l'une celle du désir de dominer et d'opprimer, et l'autre celle du désir d'échapper à la domination et l'oppression. Et je crois que on peut faire ce qu'on veut, ces deux humeurs ont une puissance effective qu'il est difficile de tout à fait annuler. Et donc ça veut dire que annuler les effets de ces deux humeurs, ou disons en tout cas en limiter les effets dévastateurs, suppose quelque chose comme une institution. À quoi j'ajoute l'expression de Rousseau qui dit bien que la liberté et l'égalité sont les deux seuls objets de la politique, et il ajoute la force des choses, ce n'est pas parce que la force des choses
reconduit systématiquement, enfin reproduit systématiquement de l'inégalité qu'il faut s'en satisfaire. Le rôle de la loi, c'est précisément de réinstaurer de façon permanente cette égale liberté, pour reprendre l'expression de Balibar. Donc l'égale liberté doit être instaurée comme principe, et elle doit être instaurée, au fond, de façon permanente, réassumée. Je m'arrête. Alors, donc il nous faut... donc ça veut dire qu'il nous faut une souveraineté, sous une forme ou sous une autre, une souveraineté avec une autorité sous une forme ou sous une autre, qui aura des droits que n'auront pas n'importe quel sujet, et il nous faut des dispositifs qui assurent que cette autorité ne va pas se développer en autorité tyrannique. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est qu'à la fois le moment du pouvoir est nécessaire, et le moment du pouvoir constitue en soi un danger pour l'égale liberté. Et donc il faut trouver des dispositifs, des agencements, qui vont assurer que cette égale liberté ne soit pas détruite, annulée, menacée. Alors ici, bon, ça supposerait d'entrer dans une réflexion institutionnelle plus fine. De nouveau, dans la perspective qu'ouvre le traité politique de Spinoza, où on voit ces réflexions absolument fascinantes qu'il développe aussi bien sur la monarchie que sur l'aristocratie. On aurait rêvé qu'il fasse la même chose sur la démocratie. Bon, ben, il n'y arrive pas, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais au fond, il s'agirait d'entrer dans quelque chose de cette finesse-là, qui donc combine la double exigence de, je dirais, laisser se déployer la puissance individuelle et collective des membres de la société, tout en empêchant la reconstruction de situations d'inégalité. Voilà, ça c'est un petit peu, ce sera mon mot de conclusion, et je vous remercie de votre attention.